l'enseignement supérieur et de la recherche pour son soutien, tous les partenaires médias, et enfin l'Université Paris 5 qui nous permet de vous accueillir dans cet amphithéâtre Binet. Je vais vous présenter la conférencière de ce soir, donc Dominique Méda, née en 1962. Elle est philosophe et sociologue. Pour son parcours, elle est élève de l'École normale supérieure, agrégation et diplôme d'études approfondies de philosophie. En 1989, élève de l'ENA. Depuis 1993, elle est responsable de la mission animation de la recherche et des statistiques au ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité. Et depuis 2002, inspecteur général des affaires sociales. Pour ses spécialités, Dominique Méda est spécialiste de politique sociale et s'intéresse à l'importance du travail dans l'histoire et dans les cultures occidentales. Elle a été ainsi amenée à s'interroger sur l'histoire de notre manière de vivre et de penser le travail et en a relativisé la place. Elle s'est intéressée aux représentations du travail et à leur impact sur notre conception du chômage et sur la famille, à la réduction du temps de travail ou à la définition de la richesse. Pour sa bibliographie, elle a écrit de nombreux articles dans les revues nationales et internationales. Elle est l'auteure d'ouvrages Le travail, une valeur en voie de disparition, édition Aubier 1995. Travail, une révolution à venir, Arte édition 1997. Qu'est-ce que la richesse, édition Aubier 1999. Le temps des femmes pour un nouveau partage des rôles, Flammarion 2001. Le travail non qualifié, permanence et défis avec Francis Vénat, la découverte 2004. Et enfin, le que sais-je sur le travail en 2004. Je lui cède la parole pour une 50aine de minutes, après quoi il y aura un débat avec le public. Merci. Merci beaucoup. Merci de votre présence à tous et merci à l'Université de tous les savoirs de son invitation. Je voudrais commencer par 3 petits préliminaires. D'abord, m'excuser pour le titre qui est un peu lourd, mais on l'a pas retravaillé, donc ça arrive un peu comme ça. Deuxièmement, vous dire que je ne m'exprime pas au nom de mon ministère. On a une obligation de réserve, et donc les positions que je peux développer devant vous, ce sont les miennes. Et puis, vous demander de m'excuser également parce que je présenterai de nombreux chiffres des résultats d'enquête et j'espère que vous ne trouverez pas ça trop ennuyeux. Alors, je voudrais commencer en m'interrogeant sur le caractère de valeur de la famille et du travail. Je crois qu'on peut dire que la famille et le travail, ce sont 2 valeurs. Me demander si par hasard il y en aurait une plus centrale que d'autres, ou du moins m'intéresser à la prétention d'un certain nombre de disciplines de dire que c'est la valeur travail qui est absolument centrale, ou plutôt la valeur famille qui est absolument centrale. Ensuite, regarder plus concrètement les dysfonctionnements de la compatibilité entre travail et famille. M'interroger sur les conséquences de ces dysfonctionnements de la compatibilité, ce qu'on peut appeler aussi la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, et puis essayer d'esquisser un certain nombre de solutions. Alors, premier point, l'idée que le travail et la famille sont 2 valeurs, c'est-à-dire 2 réalités, 2 activités, 2 domaines qui contribuent à définir l'identité des personnes et auxquelles les personnes accordent de l'importance. Pour ça, on a 2 enquêtes qui nous le montrent bien, 2 enquêtes européennes. Une première qui est l'enquête sur les valeurs des Européens. C'est une grosse enquête menée depuis 1981 dans 30 pays européens et dans laquelle on demande notamment aux personnes d'indiquer si elles considèrent chacun de 6 grands domaines comme très importants, assez importants, un peu importants ou pas du tout importants. Alors évidemment, important, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, ça peut vouloir dire j'y suis très attaché, ça peut vouloir dire ça prend tout mon temps et ça m'occupe énormément donc je ne peux pas faire autrement. Bref, il y a beaucoup d'interprétations, il faudra évidemment jamais l'oublier. Alors je vous montre la première diapo. Donc, vous voyez, on demande aux gens de s'exprimer sur 6 grands domaines, famille, travail, amis et relations, loisirs, religion, politique. Et puis, on vous met la France un petit peu en exergue, on la compare à l'Europe et on compare les résultats de 90 et de 99. Qu'est-ce que l'on voit ? Eh bien, on voit que la famille vient très largement devant tous les autres domaines de la vie. C'est le premier de loin. Et on constate aussi, entre 90 et 99, une montée de cette valeur famille dans tous les pays, loin devant le travail. Alors, dans ce palmarès, vous voyez que le travail vient en seconde position. Assez loin derrière la famille, mais évidemment il faut corriger cette impression qu'il est très loin pour 2 raisons. D'abord
tout le monde est interrogé, y compris des gens qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, des femmes au foyer, des retraités, des étudiants. Donc c'est un peu normal que le travail apparaisse moins. Sa valeur est un peu sous-estimée. Et puis, vous allez remarquer avec des chiffres très petits, je ne sais pas si vous les voyez tous, que dans certains pays, le travail ne vient qu'en 3e position. Derrière les amis et les relations, c'est le cas du Danemark, vous voyez, il faut que j'utilise la flèche, la voilà. Vous voyez qu'au Danemark, en 99, eh bien, la famille vient en premier, les amis et les relations en second, et il y a même les loisirs qui viennent là, et le travail est vraiment très loin. C'est le cas aussi des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la Suède. Alors, c'est confirmé par une très récente enquête de la Fondation européenne de Dublin. La Fondation européenne de Dublin, c'est un organisme qui mène des études pour la Commission européenne. C'est une enquête qui a été menée sur la qualité de vie en Europe, dans laquelle la famille apparaît comme un facteur clé de la qualité de vie. Elle est classée 3e par ordre d'importance, après la santé, qui vient toujours en premier, et un revenu suffisant dans les 15 anciens pays européens. Et elle est classée seconde à égalité avec le revenu dans les nouveaux pays qui entrent dans l'Europe, puisque l'enquête concernait des anciens pays et des nouveaux pays entrants. Alors, la vie avec un partenaire, par exemple, est vue comme une part essentielle de la qualité de vie pour 79% des répondants des 15 anciens pays et pour 84% des nouveaux. Ce qui est intéressant également de voir, c'est que lorsque les personnes sont sans emploi ou en difficulté financière, elles se sentent encore plus exclues quand elles n'ont pas de soutien familial ou de famille que lorsqu'elles en ont. Alors on a également une enquête française qui est très récente également et qui confirme ces résultats. C'est une enquête qui s'intitule « Histoire de vie, construction des identités » qui a été menée par l'INSEE en 2003-2004 et qui interroge les gens longuement sur les différentes composantes de leur identité. Une des questions finales est libellée de la manière suivante. Parmi les thèmes que nous venons d'aborder, quels sont les 3 qui vous correspondent le mieux ou qui disent le mieux qui vous êtes? Alors, je vous ai mis là les réponses. Il y a donc 9 thèmes et on peut donner 3 réponses. Alors là, vous voyez les personnes qui ont fait leurs 3 choix qui ont été compactés. Vous voyez que la famille vient très loin devant le reste. Excusez-moi. Et notamment devant le métier, les amis, les loisirs. Lorsqu'on regarde simplement le premier choix des gens, qu'est-ce qu'ils ont mis comme premier choix? Alors, 76% des gens placent la famille en premier et 7% des gens seulement mettent le travail en premier. Alors, ces résultats européens, français, nous invitent évidemment à nous interroger sur les raisons d'un tel plébiscite de la famille. C'est un véritable plébiscite, je crois que vous en serez d'accord, alors même que la famille, c'est un thème, me semble-t-il, aujourd'hui, moins fédérateur, moins porteur, moins revendiqué qu'il y a quelques décennies, que la critique de la famille comme institution étouffante est tout de même passée par là, que l'individualisation s'est considérablement développée, que la taille des familles s'est réduite, que le nombre de personnes vivant seules ou en couple sans enfants est en augmentation, et qu'enfin on ne sait plus très bien ce que c'est que la famille, donc que le concept de famille a perdu de sa netteté et de sa stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse à cette question de savoir pourquoi on constate un tel plébiscite de la famille? Alors, c'est un sujet qui a intéressé les chercheurs. Donc les chercheurs se sont dit, par exemple pour l'enquête française, que c'était peut-être tout simplement parce qu'on avait mis la famille en premier dans la liste qu'on proposait aux gens. Et donc les gens, après tout, ils n'avaient pas beaucoup réfléchi, ils avaient choisi la famille. Je crois qu'évidemment on ne peut pas accorder beaucoup de crédit à cette explication. Il y a une autre explication, ce serait de dire que répondre la famille, c'est politiquement correct, c'est pratique. Ou alors, une autre réponse possible, c'est qu'après tout le monde a de la famille. Et que la famille, ça peut recouvrir des réalités extrêmement larges. Il y a les parents, il y a les enfants, il y a les cousins, il y a aussi le conjoint. Ça veut dire que peut-être que quand on répond famille, on répond en fait relation amoureuse.
ça peut même peut-être englober des amis très proches. Une des raisons d'accorder un certain poids à cette explication, c'est qu'à un moment de l'enquête, j'y reviendrai, on demande aux personnes si elles ont des difficultés pour concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, et il y a des tas de gens qui n'ont ni enfants ni conjoints qui répondent que oui, elles ont beaucoup de difficultés à concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Donc, ça veut dire que derrière ce terme de famille, il y a certainement beaucoup de choses. Et puis, il y a une autre raison qui est souvent invoquée et que proposent un certain nombre de personnes, c'est que peut-être que la valeur famille est en train de remonter en ce moment parce que le travail est devenu plus dur avec le développement du chômage, des emplois précaires, des licenciements, et peut-être qu'on assisterait à un phénomène de vase communicant, c'est-à-dire que l'impossibilité de se projeter ou de se réaliser dans la sphère du travail expliquerait peut-être le gonflement de la sphère de la famille et ferait de la famille en quelque sorte une valeur refuge. La famille serait un lieu moins dur que le travail, un lieu de protection, de cocooning. Alors moi, il me semble que cette thèse n'est pas vérifiée, parce que si c'était vrai, on constaterait un plus grand plébiscite de la famille de la part des catégories qui ont le plus de problèmes, par exemple les chômeurs et les gens peu qualifiés. Or, ça n'est pas le cas, puisque vous voyez que lorsque l'on regarde la manière dont les différentes catégories socio-professionnelles se reconnaissent dans la famille, il n'y a quasiment pas de différence entre ces différentes catégories socio-professionnelles. Toutes mettent la famille en premier et très fortement. Alors, il faut également remarquer que les personnes qui ont eu des enfants sont plus nombreuses que celles qui n'ont pas eu à choisir ce thème de la famille, et qu'en fait, les plus nombreux à choisir la famille, ce sont ceux qui vivent en couple avec des enfants. Donc, il me semble que c'est bien plutôt du côté de la structure familiale et de ce qui s'est passé dans la structure familiale que du côté du travail qu'il faut chercher les raisons de cette montée de la valeur famille. Alors, peut-être qu'on pourrait faire un pas de plus dans l'interprétation en proposant que cette montée de la valeur famille, elle tient peut-être au fait, d'une part, que la réalité de la famille a beaucoup changé. Je crois que les premières conférences ont développé ce thème. Et puis, d'autre part, au fait que l'enfant fait l'objet aujourd'hui d'un investissement affectif extrêmement fort et sans doute plus fort que jamais. Alors, sur le premier point, sur les transformations effectives de la famille, je fais allusion au fait qu'il me semble que la famille est plus vécue aujourd'hui comme un petit espace démocratique où il est possible d'échanger, de discuter, qu'auparavant, lorsqu'elle était conçue comme un lieu d'exercice de l'autorité, de transmission des valeurs. Et donc, je crois que la famille est aujourd'hui vécue comme un des rares espaces, avec celui de l'amitié, où peuvent s'opérer des échanges et des coopérations en dehors de toute pression productiviste et en dehors de toute relation intéressée, même si la famille, évidemment, peut être le lieu des plus grands déchirements, des plus grands égoïsmes et des plus grandes passions. C'est-à-dire que je crois que la famille conjugue aujourd'hui des fonctions de solidarité, dont l'exercice obligatoire est inscrit dans la loi, et d'apprentissage de la vie en société, ce qui en fait un espace extrêmement spécifique. Et moi, vraiment, il me semble, mais je le pose comme une hypothèse, un espace qui est aujourd'hui moins contaminé que d'autres par les logiques de pouvoir ou les logiques économiques, et notamment moins contaminé que la sphère du travail ou la sphère du politique. Une confirmation de ces changements est par exemple apportée par l'enquête du CREDOC, l'enquête Conditions de vie et aspirations des Français, qui a notamment bien regardé ce que pensaient les jeunes de 18 à 29 ans, et on voit que plus d'un jeune sur deux estime que la famille, c'est le seul endroit où on se sente bien et détendu. La plupart déclarent que pour eux, la famille occupe une place encore plus importante que celle qui revient au travail. Voilà pour ce premier point, la famille, valeur plébiscitée, avec, je dirais, le travail un peu derrière. Alors, deuxième question, est-ce qu'il y a une valeur plus centrale que l'autre ? Et qu'en est-il de la lutte entre disciplines ou courants de recherche pour revendiquer la place centrale de l'une ou de l'autre de ces valeurs dans la vie des individus ? Alors, peut-être on peut commencer par le travail et rappeler très très rapidement
c'est une autre hypothèse que je vous soumets, qu'on a constaté, ou on a vécu ces 2 derniers siècles, je dirais depuis le XVIIIe siècle, une extraordinaire valorisation du travail qui n'existait absolument pas auparavant. On peut dater le point de départ de cette valorisation au XVIIIe siècle, lorsqu'on découvre ce que Smith a appelé la puissance productive du travail, et qu'il a assigné pour objectif principal aux sociétés d'atteindre l'abondance. Si vous voulez, dans ce premier moment, au XVIIIe siècle, à la fois le travail s'invente comme valeur, notamment parce que c'est un facteur de création de richesse. Le travail est ce qui crée de la richesse, donc c'est tout à fait important. Mais en même temps, dans ces premiers courants de pensée, il va rester synonyme de peine et de sacrifice. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'économie néoclassique, le travail continue à être représenté comme une désutilité. C'est une désutilité, un détour en quelque sorte, qui va me permettre d'accéder à une utilité, l'utilité réelle qui est la consommation. Mais alors, il va y avoir 2 autres moments dans cette grande histoire de la valorisation du travail. Le deuxième moment, c'est le début du XIXe siècle, avec toutes les philosophies de l'histoire, qui, je crois, construisent un concept de travail comme l'essence de l'homme. C'est-à-dire que tout d'un coup, alors qu'il était une peine et un sacrifice, le travail non seulement est un facteur de production, mais en plus ça devient la liberté créatrice de l'homme. Ce qui va permettre à l'homme d'aménager le monde, de le transformer à son image, et aussi de transformer l'homme qui est porteur de ce pouvoir. Alors là, c'est une extraordinaire valorisation du travail avec les 2 auteurs majeurs que sont Hegel et Marx. Et puis, à la fin du XIXe siècle, s'ajoute en quelque sorte une 3e couche de signification du travail qui permet d'atteindre en quelque sorte l'acmé de cette valorisation. C'est le fait que le travail devient un système de distribution des revenus, des protections et des droits, avec le droit de la protection sociale, le droit du travail, qui sont assis donc sur l'exercice du salariat, et qui fait qu'aujourd'hui, ne pas travailler, c'est ne pas participer pleinement à la vie sociale, et ça explique que la sociologie du travail, par exemple, indique que le travail, c'est vraiment l'activité princeps des humains, l'activité absolument humaine, l'activité socialisatrice par excellence, et que le travail est considéré par un certain nombre de disciplines et de penseurs comme la valeur centrale. La valeur centrale, grâce à laquelle les hommes non seulement s'opposent à la nature et l'humanisent, mais de surcroît nouent entre eux des rapports que la famille ne leur permettait pas de nouer. C'est-à-dire qu'avec le travail, on dépasse les intérêts particuliers, les petits intérêts de la famille, et on trouve par exemple exprimée cette vision presque romantique du travail chez une importante penseuse, sociologue du travail, qui s'appelle Marie Jahoda, qui a travaillé avec Lazarsfeld, et qui indique par exemple que le travail, outre sa fonction manifeste, qui est d'apporter un revenu, remplit 5 fonctions indispensables. Il impose une structure temporelle de la vie, il crée des contacts sociaux en dehors de la famille, il donne des buts dépassant les visées propres, il définit l'identité sociale et il force à l'action. Vous voyez que là, le travail, c'est vraiment une valeur très, 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 très centrale. Et donc, dans ce type de pensée, vous voyez qu'on a une opposition organisée entre d'un côté la famille qui serait vraiment le lieu des petits intérêts particuliers, et puis de l'autre côté le travail qui ouvrirait non seulement à la coopération sociale et qui nous permettrait de passer des petits intérêts particuliers à l'intérêt général, et qui de surcroît nous permettrait de transformer et d'aménager le monde. Bon, témoin par exemple de ce courant de pensée, le célèbre livre de Saint-Saulieu, L'identité au travail, Saint-Saulieu reprend la dialectique hegelienne, c'est-à-dire cette idée que c'est vraiment au sein du travail que je vais me confronter au monde et à l'autre, et me trouver moi-même et transformer le monde. Alors ce qui me semble très intéressant, c'est que la sociologie de la famille a fait à peu près la même chose, c'est-à-dire revendique la famille comme l'instance absolument essentielle où s'opère la transmission des valeurs et la socialisation des personnes. Alors si on veut avancer un peu sur cette question de qui est la valeur centrale, on peut regarder les résultats d'une intéressante enquête que l'on a appelée Travail et mode de vie, où on reposait un peu ces questions de valeur, et on disait aux gens, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important pour être heureux ?
Alors, je vous ai mis le petit écran. Vous voyez qu'on retrouve le tiercé classique, santé, famille, travail, argent, mais on s'aperçoit qu'il y a une forte différence, non seulement entre l'ensemble des personnes interrogées, mais les gens qui travaillent, les actifs. Vous voyez que lorsqu'on considère tous les gens, c'est 25%, mais lorsqu'on considère les actifs, c'est 32%, mais lorsqu'on considère les chômeurs et les actifs en CDD, c'est-à-dire les gens les plus éloignés de l'emploi stable, alors on a des chiffres beaucoup plus importants, c'est-à-dire qu'on a déjà une première réponse à notre question, c'est que oui, le travail est une valeur, mais on va dire qu'il est d'autant plus une valeur qu'il manque, qu'il fait défaut. Plus le travail manque, plus il est ressenti comme une condition sine qua non du bonheur. C'est un résultat qui avait été repris dans le livre de Golac et Baudelot, Travailler pour être heureux. Donc on pourrait dire que le travail, c'est un peu un bien premier qui est indispensable à la réalisation des autres aspirations. Et il me semble que c'est dans ce sens, et dans ce sens seulement, qu'on peut dire du travail qu'il est une valeur centrale, c'est-à-dire que sans lui, les individus sont empêchés de réaliser l'ensemble de leurs capacités. Mais je crois que si on s'intéresse à cette compétition entre le travail et la famille, il faut aller encore plus loin et se demander comment les individus interclassent en quelque sorte ces deux valeurs. Alors dans l'enquête dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'enquête sur les identités, on demande aux gens actuellement, est-ce que vous diriez que dans votre vie en général, votre travail est plus important que tout le reste, très important mais autant que d'autres choses, assez important mais moins que d'autres choses, donc vous voyez on cite la vie familiale, la vie personnelle, la vie sociale, et n'a que peu d'importance. Alors vous voyez que les deux réponses extrêmes, il est plus important que tout le reste, ou bien il n'a que peu d'importance, elles ne recueillent que peu de résultats. Une petite partie des gens, 25%, un quart des personnes, disent qu'il est très important mais autant que d'autres choses, et puis les 2/3 disent qu'il est assez important mais moins que d'autres choses. Alors, quand on regarde la composition des réponses, c'est-à-dire qui nous dit que le travail est très important mais autant que d'autres choses, c'est-à-dire est très 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 important en fait, qui nous dit cela? Eh bien, il y a deux types de personnes. Petit 1, les catégories socio-professionnelles élevées, c'est-à-dire élevées, il faudra qu'on y revienne, les cadres et les indépendants, et d'autre part, les gens qui n'ont pas de charge de famille, les gens qui n'ont pas d'enfants notamment. Et puis dans l'autre partie, le travail est assez important mais moins que d'autres choses, eh bien on trouve tous les autres. Ça veut dire on constate ici tout de même une certaine relativisation du travail, dans laquelle on peut voir à l'œuvre deux effets, un effet intrinsèque au travail et un effet extrinsèque au travail. L'effet intrinsèque au travail, c'est le fait que les employés, les ouvriers, les professions intermédiaires ont moins de probabilité de dire que le travail est très important. Pourquoi? Certainement parce qu'ils retirent moins de valorisation, moins de gratification du travail que les cadres et les indépendants. Vous voyez notamment ici que lorsqu'on regarde ce que les gens disent, donc je vous avais montré la petite colonne sur la famille, n'est-ce pas, où à peu près toutes les catégories socio-professionnelles disent la même chose. En revanche, vous voyez que sur le métier, c'est extrêmement différent. Vous avez les agriculteurs, les indépendants, les cadres supérieurs qui disent que le métier, c'est très important et que ça constitue une part très forte de leur identité. Et puis, les professions intermédiaires et les employés qualifiés, c'est déjà un peu moins. Et puis, les employés non qualifiés et ouvriers non qualifiés ont des scores beaucoup plus petits. Donc, il y a bien un effet du travail dans cette sorte de relativisation du travail. Pour finir sur le sujet, ça n'est pas totalement. L'idée, c'est que ça n'est pas les professions qui gagnent le plus d'argent, par exemple, mais ce sont des professions soit qui permettent l'expression de soi, toutes les professions, par exemple, de l'information, des arts, du spectacle, ou bien ce sont des gens qui ont des horaires longs, qui travaillent beaucoup, et donc pour lesquels évidemment le travail est très important, ou bien ce sont des gens qui sont indépendants et qui sont propriétaires de leur outil de travail.
Alors je vous ai dit, je vous montre très rapidement, voilà, selon les CSP, et ça c'est un certain nombre de donc l'importance relative accordée au travail selon la profession. Vous voyez que ça va des professions de l'information, de l'art et du spectacle, pour lesquelles le travail c'est vraiment quelque chose dans lequel elles peuvent s'exprimer, se réaliser, jusqu'à employés administratifs d'entreprise où les scores sont beaucoup plus faibles. Alors, ce qui nous intéresse peut-être plus ce soir, c'est l'effet extrinsèque au travail, c'est-à-dire notamment l'idée que le fait d'avoir de jeunes enfants diminue pour l'ensemble des actifs occupés l'importance relative accordée au travail, c'est-à-dire que quand on a des enfants, on accorde moins d'importance au travail qu'à d'autres choses, et c'est le cas particulièrement pour les femmes. Vous allez voir dans le graphique suivant l'importance du travail en fonction du nombre d'enfants. Vous voyez que pour les hommes, eh bien, en fait, ça augmente avec le nombre d'enfants, ça augmente l'importance accordée au travail, alors que pour les femmes, ça la fait chuter. C'est sans doute là-dessus qu'il faut s'interroger, en se demandant s'il y a un désintérêt des femmes pour le travail. Je crois que non, évidemment. C'est bien d'autres explications qu'il faut convoquer. Et il faut convoquer notamment deux explications. La première, c'est que la présence d'enfants diminue l'importance du travail pour les femmes, parce que pour les femmes, il ne s'agit pas seulement de deux valeurs éthérées, le travail et la famille, qui structureraient de manière neutre leur vie, mais de deux activités qui, toutes les deux, sont très fortement consommatrices de temps et qui entrent tout simplement en concurrence l'une avec l'autre. Et donc je crois que maintenant, c'est ce que je vous propose, il nous faut considérer la famille non pas seulement comme un lieu qui organise des solidarités et des obligations, mais aussi comme un ensemble de charges que quelqu'un doit assurer et qui entre en conflit la plupart du temps avec la quantité et l'organisation du travail. Je vous propose de passer donc à un troisième point, la question de la compatibilité entre la compatibilité concrète, on n'est plus dans la sphère des valeurs, la compatibilité concrète entre le fait de travailler et le fait d'avoir une famille. Parce qu'évidemment, avoir une famille, c'est prendre en charge un certain nombre de tâches matérielles, mais aussi de charges psychologiques qui prennent du temps, qui sont génératrices de tensions et de charges mentales. Là, l'enquête à laquelle je vais m'intéresser, c'est une enquête qui s'appelle Emploi du temps, l'enquête Emploi du temps de l'INSEE, qui est faite tous les 10 ans et qui demande aux gens, qui interroge beaucoup de gens, et qui leur demande de décomposer leur emploi du temps sur 24 heures, de 10 minutes en 10 minutes. Et puis après, on recompose et on regarde ce qui se passe. Et après, donc, on recompose tous ces temps et on distingue 4 grands temps dans la vie des individus. Le temps physiologique, c'est le plus important de loin, le temps de travail et de formation, le temps domestique et le temps de loisirs et de sociabilité. Alors je vous montre ce que ça donne, l'évolution des temps sociaux quotidiens. Là, je vous la présente en évolution de 86 à 99. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque, je vous l'ai dit, que le temps physiologique est le plus important. Mais qu'est-ce qu'on remarque également ? Que le deuxième temps, on aurait pu penser que c'était le temps de travail, mais le deuxième temps le plus important, notamment pour les femmes ici, eh bien c'est le temps domestique. Et vous remarquez immédiatement la différence avec le temps domestique des hommes, c'est à peu près de moitié. Et puis ensuite, pour les hommes, le deuxième temps, c'est le temps de travail. Pour les femmes, c'est le troisième temps. Non, le troisième temps, c'est le temps libre pour les femmes, et ensuite le temps de travail. Mais ce sur quoi je voulais insister, c'est sur le fait que pour les femmes, le temps domestique est très long, et d'une manière générale, quand vous regardez la décomposition de ces 24 heures, le temps domestique est tout de même extrêmement important. Vous voyez que l'INSEE met dans le temps domestique des choses qui évidemment n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres, puisqu'il y a les tâches ennuyeuses comme le ménage et les courses, mais il y a aussi des activités qui emportent évidemment beaucoup plus
caractère affectif beaucoup plus fort, comme les soins aux enfants. Alors, si on ne considère que le noyau dur des tâches domestiques, c'est-à-dire, vous voyez, on ne regarde pas le jardinage et le bricolage, eh bien, les femmes assurent 80% de ce noyau dur. C'était un des grands résultats de cette enquête emploi du temps. Et si les femmes consacrent à ces tâches moins de temps qu'il y a 13 ans, ce n'est pas parce qu'il y a eu un investissement supérieur des hommes, dont le temps est passé aux tâches domestiques est stable, mais c'est par une diminution du propre temps domestique des femmes. Mais alors surtout, la constitution d'une famille se traduit aux différents moments, mise en couple, arrivée du premier enfant, arrivée des autres enfants, se traduit par un alourdissement et une spécialisation des rôles. Pourquoi ? Parce que l'arrivée d'un enfant, elle s'accompagne non seulement d'un surcroît de tâches, mais aussi d'une rigidification de l'emploi du temps, puisque vous savez qu'il va falloir le garder, qu'il a des rythmes propres, qu'il y aura, s'il est gardé à l'extérieur, qu'il y a des horaires stricts de ces organismes extérieurs, et puis que l'enfant a ses propres rythmes également. Alors, la répartition des tâches, elle est encore plus inégalitaire quand les conjoints actifs ont au moins 2 enfants, puisque la participation masculine baisse régulièrement à mesure que le nombre d'enfants augmente. Un des résultats de cette enquête, c'était que les activités parentales, encore plus que les activités domestiques, étaient et restaient l'apanage des femmes, puisque si on prend par exemple le cas des enfants de moins de 3 ans, les mères y consacrent 1h35 en moyenne par jour au temps parental, et les pères 31 minutes. Ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est le rythme de cette participation. Alors là, il y a eu de très belles exploitations qui ont été faites, c'est-à-dire que vous voyez que, en gros, presque toutes les femmes qui ont des enfants s'en occupent le matin et le soir, alors que les hommes ne sont là qu'à certains moments. Et il y a donc une question très importante de rythme différent, non seulement de prise en charge de quantité de tâches, mais de rythme différent de la participation des hommes et des femmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, sauf au Danemark et en Norvège, dans tous les pays industrialisés qui ont réalisé ce genre d'enquête, les enquêtes emploi du temps, dans tous les pays, les hommes consacrent davantage de temps au travail rémunéré ou aux études qu'aux tâches domestiques, et la hiérarchie inverse s'observe pour les femmes, et que dans tous les pays également qui ont des enquêtes emploi du temps, le temps de travail domestique est plus long pour les femmes que pour les hommes, et est encore plus long si les femmes ont des enfants. Alors évidemment, il faudrait revenir très longuement sur les raisons qui font que, depuis longtemps, depuis toujours, les tâches domestiques et les soins aux enfants relèvent des mères. Il y a là évidemment un point tout à fait fondamental. Je crois qu'on peut s'arrêter sur 3 moments qui se situent évidemment à des siècles de distance, que je fais très, très caricatural, mais si on fait un tout petit arrêt sur Saint-Augustin, par exemple, Saint-Augustin, c'est Duby qui raconte ça dans Ève et les prêtres. Saint-Augustin se demande pourquoi Dieu a bien eu besoin de créer Ève, puisque Adam était parfait. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Donc il cherche énormément, et en plus, oui, bien sûr, la femme a été créée comme auxiliaire, mais ça ne suffit pas, puisque Adam était parfait. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de créer un autre individu? La seule réponse que saint Augustin donne, et qui sera reprise par les siècles suivants, eh bien, c'est le fait que la femme est créée pour procréer. Donc, si c'est la seule raison, eh ben, ça va être elle qui va être principalement et prioritairement et exclusivement chargée de cette tâche de procréation. Et donc, enfin, on sait tous la force des religions sur cette idée que les femmes sont prioritairement là pour s'occuper du foyer et de la procréation. Deuxième moment, je passe de la Genèse au XIXe siècle, n'est-ce pas? Je fais un tout petit survol. On dispose aujourd'hui de nombreux travaux historiques qui ont mis en évidence que les femmes avaient toujours travaillé, mais de manière très imbriquée dans la sphère familiale, le travail au champ, le travail au foyer, mais aussi le travail à l'usine en emmenant parfois les enfants, ou avec une errance des enfants, avec des
représentations statistiques qui n'ont pas toujours suivi. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, vous avez des conventions statistiques qui font que, évidemment, les femmes travaillent, mais elles ne sont pas repérées comme telles, comme actives, parce que les conventions statistiques ne le permettent pas. Donc, même si les femmes ont toujours travaillé, il n'en reste pas moins que, quelle que soit la période, l'idéologie de ce qu'on appelle le male breadwinner, l'homme gagne-pain, est centrale. Cette idée que l'homme a pour fonction de gagner le revenu pour toute la famille et de nourrir toute la famille, et que la femme est là pour être au foyer et s'occuper du mari et des enfants, cette idée est centrale tout au long de ces époques. Si on s'arrête maintenant, dernier point, sur ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres et puis juste au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même politique. C'est-à-dire que la politique familiale qui est menée par Vichy ou dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale, elle repose sur l'idée que c'est l'homme qui doit gagner un revenu pour la famille et que la femme doit avoir des enfants, c'est les préoccupations natalistes de l'époque, et qu'il faut l'aider à le faire. Et donc on va créer un certain nombre d'allocations, dont l'allocation de salaire unique, qui permet aux femmes qui ont un ou deux enfants et dont la femme qui permet aux mères qui ne travaillent pas et qui ont un ou deux enfants de rester à la maison. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette allocation de salaire unique ne sera supprimée qu'en 1978. Donc on a eu pendant très 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 longtemps des politiques publiques qui ont accompagné cette idée, en effet, que la femme devait rester à la maison et qu'on devait la financer pour cela. Alors évidemment, à ce modèle, il existe de nombreuses explications. Le traditionnalisme des représentations, largement relayé par la religion, mais aussi des considérations familialistes qui voient dans la famille un élément essentiel de la société auquel la femme doit consacrer du temps. Le natalisme, une position ambiguë des syndicats. Très longtemps, les syndicats ont une position ambiguë sur la question du travail des femmes, et puis, vous le savez, une action ambiguë aussi du droit du travail qui longtemps a consisté à protéger les femmes et de fait à leur interdire l'accès à certains métiers. Alors, c'est ce modèle-là qui va voler en éclats à partir des années 60, mais, c'est ça la thèse que je voudrais défendre, pas de n'importe quelle façon. C'est-à-dire, vous savez qu'on date de 68, le moment où vraiment c'est l'entrée massive des femmes et le début de l'augmentation qui ne se démentira plus de l'activité féminine. Seulement cela, ça ne s'est pas passé de manière, je dirais, consciente ou acceptée de la part de la société. C'est-à-dire, on n'a pas eu un débat au terme duquel on aurait dit « oui, nous pensons qu'il est bon pour la société que les femmes travaillent et donc nous devons repenser entièrement nos manières de fonctionner ». Je crois qu'on peut dire que la société ne s'est pas adaptée radicalement à la montée de l'activité féminine, que celle-ci n'a pas été radicalement encouragée. Je dirais qu'on a plutôt laissé faire. On a laissé faire, c'est-à-dire que nos sociétés sont restées globalement organisées autour des mêmes principes qu'auparavant. On est resté sur l'idée que les femmes continuaient à être des réservoirs de temps pour toute la famille. Et ce qui s'est passé, c'est que l'activité féminine s'est développée sans que le reste change, c'est-à-dire que, comme vous le savez, ce sont elles qui ont cumulé les deux rôles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'autres sociétés n'ont pas fait comme nous. Par exemple, si on regarde ce qui s'est passé en Suède, c'est très bien décrit par les travaux, par exemple, d'Anne-Marie Daune-Richard, qui est une spécialiste de ce pays. Eh bien, on a eu, dans les deux pays, en France et en Suède, les mêmes mouvements féministes au même moment. Mais dans le cas de la Suède, ça a donné lieu à un énorme débat et, je dirais, à des théorisations et à des prises de décision qui étaient que la société était d'accord sur le fait que les femmes travaillent et qu'il fallait revoir drastiquement un certain nombre de dispositifs. Vous voyez, dans les deux pays, dans les années 60, à la fin des années 60, les taux d'activité des mères d'enfants, de jeunes enfants, étaient équivalents. C'était autour de 38%. Et puis, dans les années 70, donc, il y a ce large débat sur l'égalité entre les hommes et les femmes, et les féministes en Suède proposent de repenser les droits et les devoirs des hommes en tant qu'êtres humains dans leur double rôle de parents et de travailleurs.
Les hommes et les femmes sont chargés d'un double rôle, voire d'un triple, parents, travailleurs, citoyens, et donc il faut tout réorganiser pour que chacun puisse accéder ou puisse faire fonctionner cet ensemble de rôles. Qu'est-ce que ça veut dire notamment? Ça veut dire que le principe du plein emploi doit s'appliquer aussi aux femmes, que l'emploi doit être un droit pour les hommes et pour les femmes, et du coup que les soins aux enfants doivent évidemment également être pris en charge par les hommes et par les femmes. Et il me semble qu'en Suède, alors la Suède n'est pas un pays parfait, mais c'est un peu un idéal type, il me semble que dans les années 70, s'est organisée dans sa radicalité l'adaptation de la société à cette nouvelle conception des rôles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a supprimé les grilles de salaire, que des formes d'emploi à temps partiel réglementées ont été mises en place, qu'on a supprimé l'imposition conjointe des époux, et qu'elle a été remplacée dès 1971 par l'imposition séparée. Anne-Marie Daune-Richard précise que, compte tenu de la très forte progressivité de l'impôt suédois, c'est vu comme une très forte incitation à l'emploi des femmes mariées. Et puis, on a créé tout un système de congés parentaux avec des incitations pour les pères à prendre ces congés. En France, quand je dis que la société ne s'est pas adaptée, ça veut dire qu'on n'a pas revu la norme du temps de travail. Une fois qu'on disait les femmes doivent travailler en gros autant que les hommes, comme les hommes. C'est absolument impossible que quand des gens ont des enfants, vous ayez les deux qui travaillent autant si on ne change pas tout. C'est-à-dire si on ne revoit pas la norme de travail à temps plein, si on ne revoit pas la manière dont les entreprises prennent en considération la vie privée de leurs salariés, si on ne revoit pas les modes de garde, c'est-à-dire d'abord les places de modes de garde qui existent et puis leurs horaires, ou encore le partage des tâches domestiques. Donc je crois qu'on n'a pas organisé la compatibilité de la vie professionnelle et de la vie familiale, qu'on n'a pas pensé ces deux fonctions ensemble, globalement. On a laissé les femmes accéder à l'activité, certes, en conservant comme grand principe organisateur une notion qui, moi, me semble extrêmement ambiguë, qui est celle de libre choix. Les femmes ont le libre choix de travailler ou de ne pas travailler. Ce qui est, je dis que c'est assez hypocrite parce que, évidemment, quand il n'y a pas de mode de garde, on n'a pas le choix, par exemple, de travailler. Alors, j'en viens à mon avant-dernier point. Quelles sont les conséquences de ces dysfonctionnements de la compatibilité des temps professionnels et des temps familiaux? Eh bien, j'en vois trois. Premièrement, ce sont des inégalités dans l'accès à l'emploi, des inégalités dans l'emploi et des difficultés de conciliation, et un manque de temps pour les enfants. Première conséquence, c'est le moindre accès des femmes à l'emploi ou leur retrait du marché du travail. Quel est le chiffre qui nous montre ça? C'est que les taux d'activité et d'emploi des hommes et des femmes, même si les taux d'activité féminine ont énormément augmenté, restent différents, très différents. C'est-à-dire que les taux masculins ne sont pas sensibles à la présence et à l'âge des enfants, alors que les taux féminins le sont extrêmement. Alors j'ai oublié de vous montrer, les voilà. Taux d'emploi des 25-54 ans, hommes, femmes, vous voyez une différence de 15 points. Évidemment, ce qui est très intéressant aussi à voir, c'est les taux d'emploi selon le nombre d'enfants. Alors, je ne vous ai pas mis les hommes à côté, mais pour les hommes, en fait, ça ne change rien. Vous voyez que lorsqu'on a 2 enfants, dont un petit de moins de 3 ans, là, c'est, je dirais, la catégorie la pire. Puisque on a, enfin la pire, en matière de taux d'emploi, puisque les taux d'emploi sont les moins élevés. Les femmes, en fait, sont incitées, d'une certaine manière, à sortir du marché du travail en raison de l'insuffisance des modes de garde et des allocations indemnisant le retrait d'activité. Il y a une enquête très récente qui a été faite par la DRES, la Direction statistique du ministère des Affaires sociales, qui donne la photographie des modes de garde aujourd'hui. Eh bien, le principal mode de garde aujourd'hui des 2/3 des enfants de 0 à 3 ans, ce sont les mères. Donc, vous avez toute une partie de femmes qui, lorsqu'elles ont un enfant, se retirent de l'activité, parfois pour 1 an, parfois pour 3 ans, parfois définitivement.
Il faut savoir pour cela que, évidemment, il y a un certain attrait pour une certaine partie de la population d'une allocation très importante qui s'appelle l'allocation parentale d'éducation, qui est un dispositif qui, d'abord, n'était ouvert qu'aux femmes qui avaient 3 enfants, puis qui ensuite a été ouvert à des femmes qui avaient 2 enfants et qui s'arrêtaient de travailler, hein, je précise. On peut s'arrêter de travailler totalement ou simplement continuer à travailler à temps partiel, et qui aujourd'hui, avec la PAJE, est ouvert aux femmes qui ont leur premier enfant. Alors, d'un montant peu élevé, l'allocation parentale d'éducation a exercé de très forts effets sur l'activité féminine, c'est-à-dire qu'en gros, on a incité des femmes peu qualifiées qui avaient des petits salaires à se retirer du marché du travail. Et puis un autre facteur doit être pris en compte, c'est la mauvaise adaptation des conditions de travail et des horaires de travail aux rythmes familiaux et aux rythmes de mode de garde. Je pense à une enquête qu'on a faite avec le CREDOC où on demandait à des femmes qui s'étaient arrêtées de travailler au moment où elles avaient un enfant pourquoi elles l'avaient fait. Alors, si beaucoup disaient, 50%, disaient qu'elles s'étaient arrêtées pour s'occuper de leur enfant, d'autres invoquaient d'autres raisons, et notamment, alors c'est des raisons très générales, hein, mais le fait que financièrement, c'était plus intéressant de travailler, si vous devez payer des modes de garde, et puis l'impossibilité d'aménager les horaires, et le fait que leurs horaires de travail étaient incompatibles avec une vie familiale. Et quand on regardait les types d'horaires de ces femmes, on s'apercevait que 50% d'entre elles travaillaient soit le samedi, soit le dimanche, soit avec des horaires atypiques, et que de fait, il n'était pas possible de mener une vie familiale en même temps. Et lorsque l'on sait qu'au cours des années 80 et plus encore dans les années 90, les horaires de travail se sont considérablement flexibilisés, ils sont devenus beaucoup plus irréguliers, et que les femmes travaillent particulièrement dans des secteurs où les horaires sont devenus plus flexibles, ça fait comprendre pourquoi ce problème est de plus en plus important. Alors cette situation n'est pas spécifiquement française, évidemment. On a une étude récente de l'OCDE qui a montré que dans tous les pays de l'OCDE, ça en fait 27, l'écart entre les sexes en matière d'emploi se creuse à mesure que le nombre d'enfants augmente. Je vous montre, vous voyez ce graphique de l'OCDE qui montre que dans tous les pays, il y a des différences significatives entre les taux d'emploi des hommes et des femmes. Vous voyez qu'en petit, en noir, ce sont les femmes. En gris, ce sont les hommes, et les petits losanges noirs, c'est la moyenne. Donc, dans tous les pays, différences très significatives. Alors, parfois très importantes, vous voyez, dans certains pays, et d'autres fois un petit peu moins importantes, notamment, mais ce qu'on observe, c'est dans les pays du Nord, Suède, Finlande, Danemark, des écarts beaucoup moins grands que dans les autres pays. Alors ça, c'est une chose. Donc, beaucoup d'écarts entre les taux d'emploi des hommes et des femmes, beaucoup d'écarts entre les hommes et les femmes sans enfants d'une part, les hommes et les femmes avec 2 enfants ou plus d'autre part, et puis beaucoup d'écarts entre les femmes elles-mêmes, c'est-à-dire les femmes qui ont des enfants et les femmes qui n'ont pas d'enfants. Il y a l'enfant, et puis il y a le niveau de qualification. Pour une femme, avoir 2 enfants et un faible niveau de qualification vous donne toute chance de ne pas pouvoir vous maintenir sur le marché du travail ou de passer moins de temps au travail. Alors, je crois que cette inégalité dans la prise en charge de la famille, on est parti de là, cette inégalité dans la prise en charge concrète des tâches familiales, elle explique donc la moindre présence des femmes, elle explique en grande partie la moindre présence des femmes dans l'emploi, mais elle contribue aussi très fortement à expliquer toutes les inégalités professionnelles entre hommes et femmes que l'on connaît bien aujourd'hui. C'est-à-dire le fait que les femmes travaillent plus à temps partiel que les hommes. Vous savez qu'il y a un tiers des femmes qui travaillent à temps partiel et que le temps partiel alimente la spirale des inégalités, notamment des inégalités en termes de poste et de responsabilité et des inégalités en termes de salaire. Donc,
le fait que les femmes travaillent plus à temps partiel. Ça explique les différences de salaire entre les hommes et les femmes. Pourquoi ? Là, les études montrent sur la différence de salaire entre les hommes et les femmes, puisque, en gros, sur l'OCDE, le salaire féminin est égal à 84% de celui des hommes. On explique cette différence principalement par la durée du travail, parce que les femmes travaillent moins longtemps que les hommes. On explique également une partie de cet écart par les caractéristiques des personnes et des emplois occupés. Les femmes ne sont pas dans les bons secteurs. Et puis il y a une partie de cet écart qui n'est pas expliquée, donc qu'on a tendance à appeler de la discrimination pure. Et puis, les femmes sont surreprésentées au bas de la hiérarchie des salaires, ce qui est notamment beaucoup dû au temps partiel. Et puis, autres inégalités professionnelles qui sont tout de même largement expliquées par cette différence de prise en charge des tâches familiales, c'est la ségrégation professionnelle. Vous savez que ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle, c'est le fait que les hommes et les femmes n'occupent pas le même genre de poste. Je vous ai mis ici... qu'est-ce que c'était celui-là ? Ah oui, ça c'était pour vous montrer que sur tous les pays de l'OCDE, les taux d'emploi sont moins élevés pour les femmes qui ont des enfants que pour les femmes qui n'ont pas d'enfants. Vous voyez donc en gris clair un seul enfant, en gris foncé 2 enfants et le petit losange pas d'enfants. Excusez-moi, j'avais oublié de montrer celui-ci. Alors... donc ce qu'on observe en matière de ségrégation professionnelle, c'est qu'il y a d'énormes effectifs de femmes qui se retrouvent dans quelques métiers qui les absorbent presque entièrement. Vous voyez les énormes bataillons d'agents d'entretien, enseignants, assistantes maternelles, secrétaires. Et donc sur le très grand nombre de métiers que l'on peut recenser, eh bien, les femmes, elles sont présentes seulement dans quelques-uns d'entre eux, où elles sont extrêmement nombreuses. Et puis, on a également une ségrégation verticale très forte. Ségrégation verticale, c'est le fait que les femmes accèdent beaucoup moins que les hommes à des postes de responsabilité. Vous savez, c'est un chiffre qu'on cite souvent, c'est que dans les 5000 premières entreprises françaises, les femmes représentent 7% des cadres dirigeants. Me semble-t-il, autre inégalité entre hommes et femmes en matière d'emploi, largement expliquée par cette différence de prise en charge des tâches familiales, c'est le fait que les femmes touchent des retraites moins élevées que celles des femmes. On constate tout de suite pourquoi ici. Vous voyez que les femmes qui ont validé une carrière complète, il y en a 36%, alors que les hommes qui ont validé une carrière complète, il y en a 85%. Idem pour les durées moyennes d'assurance. Ça reflète évidemment l'idée que beaucoup de femmes se sont interrompues au moment des maternités. Alors, c'est un effet qu'on aura de moins en moins, puisqu'il y a ce déclenchement donc, de l'activité féminine extrêmement fort à partir des années 70. Il n'en reste pas moins, vous voyez que là, les femmes sont extrêmement pénalisées par le fait qu'elles ont interrompu un peu ou beaucoup leur carrière professionnelle au moment de l'arrivée d'un enfant. Alors ça se traduit immédiatement en termes financiers, puisque vous voyez que les femmes, elles ont en moyenne pour tout genre de carrière 606 euros mensuels, alors que les hommes ont 1372, donc c'est tout simplement du simple au double. Troisième conséquence de cette absence de compatibilité entre le professionnel et le familial, ce sont les difficultés de conciliation. C'est-à-dire quand les femmes ont réussi à se maintenir sur le marché du travail, eh bien, ce qu'elles rencontrent, ce sont des difficultés de conciliation. On demandait dans l'enquête sur les identités dont je vous ai parlé, on demandait aux gens précisément s'ils trouvaient que leur travail rendait difficile l'organisation de leur vie de famille, et vous allez voir qu'il y a quand même
pas mal de gens qui répondent oui. Ce qui est très curieux, évidemment, enfin très curieux au premier abord, c'est que les hommes répondent oui autant que les femmes. Vous avez là une sorte de biais statistique, puisque les femmes qui éprouvaient le plus de difficultés à concilier, on peut penser qu'elles sont déjà parties. Elles ne sont plus dans l'emploi. Et là, vous avez les femmes qui avaient le plus les moyens de faire face à ces difficultés. Mais les hommes, donc, indiquent également éprouver des difficultés de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Alors évidemment, il faut distinguer entre un peu, 24% disent un peu, et puis oui, tout à fait. Il y a quand même environ 15% des gens qui répondent oui, tout à fait. Alors évidemment, ça c'est des résultats généraux. Si maintenant on prend en considération la présence d'enfants, vous voyez que les chiffres changent tout de même, puisque le fait d'avoir des enfants de moins de 11 ans dans le ménage augmente la perception de la difficulté à concilier la vie familiale et la vie professionnelle. Un autre graphique. Là, dans celui-ci, ce que l'on voit, c'est que les femmes éprouvent des difficultés plutôt quand il y a trois enfants, alors que les hommes ressentent ces difficultés dès le premier enfant. Bon, mais ce sont des taux quand même assez comparables. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette conciliation, elle est jugée plus difficile, enfin c'est pas très étonnant, moins difficile pour les salariés du secteur public que pour les salariés du secteur privé, et encore plus pour les indépendants. Et vous voyez là par catégories socio-professionnelles, ce sont en fait certaines catégories qui ont plus de difficultés. Comment ça s'explique ? Ça s'explique par le fait que ce sont les catégories qui ont les horaires les plus complexes. Donc en fait là, je n'ai pas affiné, mais ce qu'on voit, c'est que ce sont les indépendants, les cadres, et puis par exemple les employés de commerce, qui soit ont des horaires longs, soit ont des horaires très flexibles, des horaires atypiques. Et évidemment, c'est extrêmement nuisible pour la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Alors, troisième conséquence, me semble-t-il, ou quatrième conséquence de ce dysfonctionnement dans la compatibilité travail-famille, c'est le manque de temps pour les enfants. Vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure dans l'enquête de l'INSEE. Pour les enfants de moins de 3 ans, la rubrique soins aux enfants représente 31 minutes par jour pour le père et 1h30 pour la mère. Ça n'est tout de même pas, énorme. Alors quelques enquêtes nous disent des choses là-dessus. Il y a une enquête sur petit échantillon réalisée par Ipsos en 2002, dans laquelle les gens disaient qu'ils ne consacraient pas assez, qu'ils considéraient qu'ils ne consacraient pas assez de temps à leur famille et trop à leur travail. On avait fait une enquête également sur la réduction du temps de travail et on avait demandé aux gens si, avant la réduction du temps de travail, ils avaient réfléchi à ce qu'ils feraient d'un surcroît de temps. Et à peu près un gros tiers des gens y avaient réfléchi. Et ce à quoi ils souhaitaient en tout premier utiliser ce temps, c'était à la famille. Donc on voit bien qu'il y a des regrets de la part des gens qui travaillent, notamment des couples biactifs ou évidemment des familles monoparentales. Il y a le sentiment que le travail est trop envahissant par rapport à la vie familiale et ne permet pas de consacrer suffisamment de temps à la vie familiale. Mais ce que montrent par exemple des entretiens qualitatifs avec ces personnes, c'est qu'elles ne voient pas comment faire autrement. Elles ne voient pas tellement les solutions qui pourraient leur permettre d'améliorer ce point si elles veulent conserver leur travail et continuer à travailler. Alors j'en viens à mon dernier point. Quels sont les modèles nationaux et quelles sont les solutions à ce dilemme famille-travail ? Alors il me semble que si on regarde bien ce qui se passe dans les différents pays d'Europe, on peut avoir des idées. Certains auteurs, notamment Claude Martin ou Colette Fagan, proposent de répartir l'ensemble des pays européens en 5 groupes. Les pays d'Europe du Nord, où les politiques familiales sont très orientées vers les enfants et sur l'égalité des chances entre hommes et femmes. Le Royaume-Uni et l'Irlande, où il n'y a pas du tout d'intervention de l'État. L'Europe du Sud, où les femmes parviennent à rentrer dans l'activité grâce à des solidarités familiales très fortes. L'Allemagne et l'Autriche,
où on continue à donner de l'argent aux femmes pour qu'elles se retirent du marché du travail pour élever leurs enfants. Et puis la France, la Belgique et le Luxembourg qui sont dans des modèles un peu intermédiaire. Ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, depuis quelques années, c'est une double pression. Il y a une pression de la Commission européenne et une pression de l'OCDE pour faire augmenter considérablement, encore plus, je dirais, le taux d'emploi des femmes. Par exemple, au moment de la stratégie de Lisbonne, en 2000, les États membres de l'Europe se sont fixés comme objectif d'atteindre un taux d'emploi de 60% pour toutes les femmes en âge de travailler, ce qui est un taux très important. Aujourd'hui, en France, on est à peu près à 55%. Et l'OCDE dit la même chose, c'est-à-dire défend l'idée que, comme l'Europe a des problèmes aujourd'hui démographiques, eh bien, il est absolument nécessaire, si nous voulons notamment financer nos systèmes de protection sociale, que les femmes travaillent beaucoup plus qu'elles ne le font aujourd'hui. Autre point très important, c'est l'apport des recherches internationales, aujourd'hui les plus récentes, qui montrent quoi ? Eh bien, qui montrent qu'en fait, il y a une corrélation positive entre le taux d'activité des femmes et la fécondité. C'est-à-dire que, alors que pendant des dizaines d'années, on a cru que c'est parce que les femmes avaient travaillé qu'elles n'avaient plus d'enfants. Aujourd'hui, il est montré par les recherches les plus récentes qu'au contraire, les pays où il y a les taux les plus hauts de fécondité sont également les pays où les femmes travaillent le plus. Cas typique, la Suède, le Danemark, où les taux d'activité féminin sont les plus élevés d'Europe, ou encore la France, ou les États-Unis, ou le Canada. Une corrélation entre taux d'activité des femmes et fécondité. Et puis, autre apport de la recherche également, c'est cette idée que les taux d'activité féminin sont les plus élevés, pardonnez-moi, là où on a mis en œuvre des dispositifs et des politiques de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Alors, quels principes peut-on adopter pour trouver une solution à ce dilemme ? Il me semble qu'on doit répondre à deux questions et résoudre deux problèmes. Petit 1, est-ce qu'on accepte de déspécialiser les rôles et de dire que les hommes et les femmes doivent pouvoir être à la fois des parents, des travailleurs et des citoyens, et qu'il n'y en a pas un qui est plus chargé d'une fonction que l'autre? Il me semble que ça signifie deux choses: accepter que tout être humain a le droit et le devoir de travailler, et accepter que les femmes n'ont pas plus de légitimité que les hommes à prendre en charge les soins aux enfants et les tâches domestiques. Et puis, deuxième question, est-ce qu'on accepte que les autres activités que le travail, par exemple les soins aux enfants, les activités publiques et sociales, ont une certaine valeur pour la société, et donc on doit leur y consacrer du temps, qu'on doit pouvoir légèrement restreindre le temps consacré au travail pour donner du temps, consacrer du temps à ces activités qui, certes, n'augmentent pas le produit intérieur brut, mais sont très importantes pour l'équilibre et le bien-être de la société. Il me semble que le principe aussi qui doit nous guider, c'est l'idée qu'il est absolument nécessaire que toutes les femmes accèdent à l'emploi, qu'il faut certainement se méfier de ce principe de libre choix, qu'il est bon pour la société, mais aussi pour les femmes, qu'elles puissent vraiment accéder à l'emploi comme les hommes. Pourquoi ? Parce que le travail, c'est un gage d'autonomie, que ça permet aux femmes et à leurs enfants de ne pas sombrer dans la pauvreté à la moindre rupture, que c'est nécessaire pour financer les systèmes de protection sociale, que c'est logique étant donné l'élévation du niveau de formation des filles, que ça permet aux femmes d'avoir des retraites, et que c'est d'une certaine manière la seule solution si on considère que les femmes sont prêtes pour travailler à renoncer à avoir des enfants. On voit le phénomène se passer par exemple en Allemagne, où comme les dispositifs de garde des enfants sont extrêmement peu développés, eh bien les femmes préfèrent travailler et ne plus avoir d'enfants. Alors, quelle solution pourrait-on proposer et mettre en débat ? Je crois que la chose de toute première importance, c'est de développer des modes de garde, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un droit effectif
des jeunes parents à faire garder leur enfant de 0 à 3 ans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et je dirais par tout moyen, parce que c'est évidemment une contrainte absolument fondamentale d'avoir un enfant, de vouloir travailler et d'être empêché de travailler parce qu'il n'y a pas de mode de garde. Je vous rappelle les chiffres que je vous donnais tout à l'heure. Les modes de garde aujourd'hui pour les enfants de 0 à 3 ans, c'est pour 2/3 les mères, pour 9% les crèches, pour 18% les assistantes maternelles. Si on regarde ce qui se passe du côté de la Suède et du Danemark, dans ces pays qui présentent les taux d'activité féminin les plus élevés et également de bons taux de fécondité, eh bien, il y a un droit effectif à la garde du jeune enfant. Alors, il y a un congé parental un peu plus long que chez nous, que notre congé maternité, qui dure à peu près 1 an. Il y a des mois réservés aux pères et qui sont perdus si les pères ne les prennent pas. Il y a un plus grand investissement des pères dans la vie familiale et il y a une très bonne couverture en matière de mode de garde, ce qui permet ces taux très élevés d'activité des femmes. Deuxième point, je crois qu'il faut améliorer la compatibilité entre temps familial et temps de travail. Alors, certaines propositions visent à proposer comme solution le temps partiel, c'est-à-dire le temps partiel, notamment choisi, parce que vous savez qu'il faut bien distinguer entre un temps partiel subi, les personnes travaillent à temps partiel mais elles voudraient travailler plus, et puis le temps partiel dit choisi, les femmes décident de prendre le mercredi parce qu'il n'y a pas d'école ce jour-là. Donc certains courants de pensée ou certaines institutions, par exemple la Commission européenne et l'OCDE, proposent que les femmes travaillent plus en développant plus le temps partiel choisi. Alors c'est évidemment une solution qui est peut-être intéressante, il vaut mieux le temps partiel que rien, mais à laquelle évidemment il faut faire très attention, puisque le temps partiel, ça alimente les inégalités entre hommes et femmes, puisque c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça donne des salaires moins élevés et surtout ça ne permet pas d'accéder à de véritables carrières pour les femmes, ou du moins pour la plupart des femmes. Alors il y avait une autre solution qui est moins à la mode aujourd'hui, qui consistait à réduire le temps de travail pour tout le monde, les 35 heures, c'est-à-dire réduire la norme de travail à temps complet pour les hommes et pour les femmes. Et pourquoi cette solution était très intéressante de ce point de vue? C'est parce que la réduction du temps ne concernait pas une personne, la femme, mais concernait les deux, et qu'on pouvait espérer des effets de réaffectation des tâches, et des rôles entre les hommes et les femmes. Alors on a consacré un certain nombre d'études à cette question. Je vous livre les résultats comme ça très rapidement parce que je crois que j'ai un peu dépassé mon temps. Les résultats montrent que, en effet, pour les gens qui ont bénéficié d'une réduction du temps de travail, ils considèrent que la conciliation de leur vie familiale et professionnelle s'est améliorée. Les chiffres, ça varie entre 50% et 60%. Des parents de jeunes enfants qui considèrent que leur vie familiale s'est améliorée. Le temps qui a été libéré par la réduction du temps de travail a été assez massivement utilisé pour passer du temps avec les enfants. Et un autre résultat qui me paraît également intéressant, c'est que quand on était dans une configuration où un homme avait une réduction du temps de travail et sa femme travaillait mais n'avait pas de réduction du temps de travail, alors il y avait un début de recomposition des tâches et des rôles. Alors je crois qu'en effet, cette solution de réduction du temps de travail, vous savez qu'aujourd'hui elle est remise en cause. On n'a jamais beaucoup parlé de cet aspect, c'est-à-dire de la réduction du temps de travail comme moyen d'améliorer la conciliation vie familiale vie professionnelle, parce que c'est un sujet qui n'est pas à la mode et qui n'intéresse pas beaucoup, qui n'est pas très sexy. Il n'empêche que je me demande s'il ne faudrait pas précisément y repenser sous cet aspect. Troisième solution qu'il faudrait évidemment développer, c'est inciter les hommes à prendre leur part de responsabilité familiale. L'Europe y pousse beaucoup, mais évidemment c'est extrêmement difficile puisque les hommes sont souvent dans les postes où ils gagnent plus que l'épouse, donc ce n'est pas eux qui peuvent prendre soit des interruptions de travail, soit des congés, soit les congés pour enfants malades lorsqu'ils existent. Donc ça c'est vraiment quelque chose une révolution des mentalités à opérer. Et puis, quelles sont les autres mesures
peut-être à envisager. Peut-être faut-il revoir les dispositifs qui n'incitent pas à l'activité des femmes ou qui incitent les femmes à se retirer de l'activité, comme l'APE. Peut-être faut-il revoir la durée de l'allocation parentale d'éducation. Peut-être faut-il repenser à des mesures telles que la Suède en a prise en 71, une imposition séparée qui serait incitative à l'activité des femmes. Peut-être faut-il aussi plus globalement reconnaître la nécessité pour la société d'un temps de vie familial et social comme dans les pays du Nord. Parce que dans les pays du Nord, si manifestement la famille est mieux prise en charge que chez nous, c'est aussi parce que d'abord l'enfant de fait est reconnu comme une personne ayant des droits et ayant droit à un épanouissement, et puis que la vie sociale et la vie familiale sont considérées comme des moments très importants auxquels on doit consacrer du temps et sur lesquels le travail ne doit pas trop déborder. En conclusion, de toute petite conclusion, un peu pessimiste, il me semble qu'on parle beaucoup de la famille en France, mais qu'en réalité on s'en occupe assez peu, ou peut-être assez mal, c'est-à-dire on donne des allocations aux gens, mais il ne me semble pas qu'on organise radicalement la compatibilité de la vie professionnelle et de la vie familiale, notamment pour les femmes, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas vraiment de tenir ensemble l'idée d'une égalité entre hommes et femmes, l'idée que les femmes doivent pouvoir accéder pleinement à l'emploi et l'idée que le temps pour la famille est très important. Et puis, deuxième conclusion, peut-être pour finir sur la valeur travail, il me semble que vous voyez, quand on dit que le travail ne doit pas occuper toute la place et que peut-être le travail n'est pas la seule valeur, je fais allusion à tous ces discours sur la valeur travail, il me semble que lorsque la valeur travail est légèrement remise en cause par les personnes, ça n'est pas au nom des loisirs, ça n'est pas pour faire plus de planches à voile, mais c'est souvent pour avoir un petit peu plus de temps à consacrer à la famille, et que dans cette mesure, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait plus écouter, auquel il faudrait accorder plus d'attention. Voilà, je vous remercie.